Salut vous tous, j'espère que vous allez bien. L'objectif de cette vidéo, c'est d'accompagner les transparents numéro 3 du cours de principe de finance, où il s'agit d'établir le pont entre la comptabilité et la finance. Nous allons également dans cette vidéo, ou dans la vidéo ultérieure, parler d'un projet qui est ensuite une mise en pratique de ce passage de la comptabilité à la finance. La différence essentielle entre le comptable et le financier, c'est que le financier est uniquement intéressé au niveau des cash flows, c'est-à-dire quand est-ce qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans un compte en banque ou dans sa poche quand vous êtes un entrepreneur ou pas. Tandis qu'au niveau de la comptabilité, aussitôt que vous avez fait par exemple une vente, à ce moment-là, elle sera enregistrée dans vos livres, alors que l'argent n'arrivera peut-être que dans un futur relativement éloigné. De la même manière, lorsque une entreprise fait des dépenses relativement importantes, par exemple pour s'acheter une nouvelle machine relativement coûteuse, pour rechanger par exemple la chaîne de production, à ce moment-là, il y a chaque fois des grosses dépenses qui vont être encourues et le comptable va amortir ses dépenses à travers le temps, ce qui lui permettra de lisser d'un point de vue fiscal les impôts qu'il va payer et permet ainsi aussi d'avoir des bilans qui sont comparables à travers le temps et aussi par rapport aux concurrents, ce qui est important pour les actionnaires qui vont investir dans une telle entreprise. Donc c'est assez important de comprendre ce passage de la comptabilité à la finance. C'est très simple, on va avoir juste un ajustement essentiel à faire qui se fait par le biais de besoin de fonds de roulement. Et maintenant du lien entre la comptabilité et la finance. Je vais donc travailler avec vous les différentes opaques qui existent dans le paquet slides numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensemble en termes d'objectifs tout d'abord? Eh bien, c'est de comprendre les notions comptables qui sont nécessaires pour devenir entrepreneur. C'est aussi essentiellement pour déterminer ce qu'on appelle les free cash flow, les cash flows tout court. Ce sont ces cash flows qui sont absolument fondamentaux pour déterminer quelle va être la valeur d'une entreprise, pour déterminer ensuite quelle va être la valeur par exemple d'un projet et si ce projet devrait être entrepris ou pas. Il peut aussi s'agir simplement de l'achat par exemple d'une machine. Il peut donc s'agir de l'achat d'une machine dans le cadre d'une entreprise et à ce moment-là on déterminerait quelle va être la valeur ajoutée en termes de cash flow par l'achat de cette machine et ensuite on décidera si oui ou non il est entre guillemets raisonnable d'acheter cette machine. La finance moderne se base très principalement sur ces deux individus que vous avez ici sur ce transparent. Il s'agit de M. Modigliani et M. Miller. Tous les deux, à un moment donné, ils étaient des jeunes professeurs à l'université de Pittsburgh qui s'appelle Carnegie Mellon. Et tous les deux, ils étaient des jeunes professeurs. Et donc, quand on est un jeune professeur, on tend à se faire un tout petit peu bisuter. Et pour eux, le bisutage, c'est que les professeurs leur ont demandé d'enseigner un cours de valorisation qui fait partie de la finance d'entreprise, alors que eux, c'était des économistes qui avaient des notions de finance, mais pas du tout de comptabilité. Alors ils sont à la bibliothèque, ils ont pris quelques livres, ils ont commencé à éplucher ces livres et ils se sont grattés la tête en se disant mais on ne comprend pas grand-chose, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et à partir de là, eh bien, ils ont commencé à faire leur propre théorie. Cette théorie, elle a tellement bien fonctionné que tous les deux, ils ont eu le prix Nobel. Modigliani, il a eu le prix Nobel un tout petit peu plus tôt que Merton Miller parce que il a aussi fait des contributions pour l'économie et en particulier, à un moment donné, il a suggéré que, eh bien, lorsque vous êtes jeune, à ce moment-là, vous épargnez
Donc vous avez ici l'âge, par exemple, âge, et lorsque vous êtes jeune, vous avez 25 ans, vous avez terminé vos études, et à ce moment-là, vous allez accumuler du capital, et à un moment donné, lorsque vous avez 65 ans, jusqu'à à peu près 85 ans, admettons, à ce moment-là, vous désaccumulez votre capital, et cela a des hypothèses ensuite en termes de ce qu'on peut observer en termes de pattern de consommation. Donc ça, c'était sa grande contribution dans la vie. Quelque part, ça fait rigoler, mais il y avait bien d'autres choses qu'il a écrit. Et Merton Miller, la contribution essentielle, c'était ce papier, ce travail avec Franco Modigliani. Modigliani, il a terminé comme professeur à MIT et Merton Miller, c'était un professeur ensuite à l'université de Chicago. Alors, quelles sont en fait leurs contributions? Donc, ils ont fait un certain nombre d'hypothèses, ces gens, comme par exemple qu'il n'y a pas d'investissement, qu'on va négliger pour le moment la fiscalité, qu'on peut acheter, vendre des entreprises, en particulier qu'il y a cette notion de vente à découvert qu'ils ont introduit dans le raisonnement économique de manière très importante. Et nous allons voir plus tard ce que c'est en fait ce vente à découvert. Essentiellement, ça consiste à vendre quelque chose que vous n'avez pas. Vous l'empruntez, vous le vendez, plus tard, vous rachetez et vous vendez à la personne qui vous a initialement prêté l'actif financier. Ils sont arrivés à cette conclusion absolument extraordinaire qui est que la valeur d'une entreprise ne va pas dépendre en fait de la structure d'aide capital propre. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait révolutionnaire par l'époque et ça bousculait vraiment la manière pour les gens de voir les choses. Alors en faisant cela, ils ont parlé effectivement de vente à découvert, ce qui n'était pas quelque chose d'habituel normalement pour les économistes et les financiers, ni les comptables d'ailleurs. Et ensuite, ils ont fait un raisonnement par arbitrage. Ce raisonnement d'arbitrage, ça peut se résumer aussi par le théorème du prix unique. Si vous avez quelque chose, par exemple une entreprise A, une entreprise B, tous les deux produisent la même chose, eh bien, quelque part, étant donné que les deux entreprises sont totalement identiques, quelque part, elles devraient valoir la même chose. S'ils ne valent pas la même chose, c'est que on peut mettre en place de l'arbitrage. Théoriquement, vous pouvez acheter l'une et vendre l'autre. Et à ce moment-là, si tout le monde fait ça, il devrait y avoir convergence des prix. Le raisonnement d'arbitrage, en fait, est un tout petit peu plus compliqué et nous allons voir ça plus tard dans ce cours. Mais c'est eux qui ont fait ça. C'était tellement révolutionnaire que quand ils ont cherché à publier leur introspection, leurs résultats, que dans le monde académique, on formalise souvent sous forme de petit papier, de quelques pages, une dizaine de pages. Ils n'ont pas réussi à le publier dans une revue de comptabilité. Ils ont été obligés de l'envoyer à une revue d'économistes, à savoir l'American Economic Review. Ils ont publié un premier papier dans une revue économique en 1958. Et en 1962, un deuxième petit papier qui est paru, qui n'est pas très grand, et dans lequel ils rajoutent la fiscalité, ce qui va avoir un impact sur le coût du capital. Et ce qui montre aussi que, quelque part, plus on a de la dette, plus quelque part, ça devient quelque chose d'intéressant. Bien entendu, on comprend tout de suite qu'une entreprise qui aurait tout financé par dette, puisqu'il y a ensuite régulièrement des paiements à faire pour cette dette, sous forme par exemple de coupons, ou de paiement d'annuité ou de remboursement de dette, à ce moment-là, cette entreprise va être beaucoup plus fragile que lorsqu'elle est financée par capital action ou simplement lorsque vous avez du capital action, vous pouvez décider de ne pas verser de dividendes aux actionnaires. À ce moment-là, vous n'avez rien à payer, par définition même. Donc on comprend que c'était assez compliqué et tordu et les gens se sont demandé mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ce théorème avec ces quelques hypothèses. Et là, tout le challenge en fait, c'était de comprendre ensuite comment est-ce qu'on pouvait relâcher, simplifier les hypothèses pour que eh bien, Modigliani Miller disent quelque part que quand même que la structure d'aide capital propre vaut la peine. Parce qu'en effet, on a l'impression qu'elle vaut la peine. Alors, pour vous montrer l'importance, ça conduit à tout ce qui est un genre théorique que vous pouvez voir dans les cours de microéconomie, en organisation industrielle, sur les relations principal-agent, comment est-ce qu'on écrit les contrats, comment est-ce qu'on ne les écrit pas. Et aussi en termes de signaling. Alors pour vous montrer avec un exemple très très simple, qu'est-ce que ça veut dire le signaling? Le signaling, c'est que vous envoyez un signal. Voilà.
signaling, traduction directe, c'est un signal. Alors pour une entreprise, le signal va être par exemple qu'elle va être en bonne santé financière. Alors c'est très très important pour les biens et services qui demandent ensuite encore un suivi. Il faut qu'il y ait un marché après la vente initiale et l'illustration parfaite, c'est celle de la voiture. Si vous avez une voiture, eh bien, il faudra faire des révisions régulièrement, il faudra changer les pneus, il faudra changer ceci ou cela, des filtres et autres. Éventuellement, même l'ordinateur, la batterie, et voire même des composants fondamentaux comme le moteur même. Alors imaginons avoir deux entreprises, grosso modo, qui produisent des voitures de qualité identique. Simplement, une des entreprises a beaucoup de dettes et l'autre non. Alors si vous êtes maintenant un acheteur rationnel, vous devriez vous informer sur l'état de santé de l'entreprise. Dans la réalité, vous n'allez pas vraiment vous intéresser explicitement, mais souvent dans les médias, on entend telle et telle entreprise a des difficultés financières, et à ce moment-là, ça va vous rester quelque part imprégné dans votre subconscient lorsque vous décidez à faire cet achat de voiture. Fichtre, encore cette voiture-là qu'on a entendue dans les médias, je ne vais pas l'acheter, l'entreprise, elle risque de faire défaillance, elle risque de faillir. Ah, j'ai trop peur qu'ensuite je vais avoir des soucis avec ma voiture et donc je ne vais pas l'acheter. La morale de cette histoire, c'est que dans les secteurs industriels où il y a des services après-vente, eh bien, typiquement, on observe moins de dettes que dans les entreprises où le produit demande relativement peu de services après-vente. C'est simplement une observation empirique et la petite théorie du signaling peut à ce moment-là servir comme un exemple illustratif comment on peut expliquer cela. Le signaling est absolument fondamental pour expliquer la structure financière, c'est un des composants, il y en a d'autres, et en particulier lorsqu'une entreprise a peu de dettes, à ce moment-là, cela signifie qu'elle pourra fournir ce qu'il faut pour votre voiture de rêve dans le futur. Il n'y aura pas de problème si jamais il y a, par exemple, à changer le moteur. Très bien. Alors, nous allons suivre l'approche pure de Modigliani-Miller. Et dans cette approche pure de Modigliani-Miller, on va simplement regarder quand est-ce qu'il y a les cash flows. Quand est-ce que les cash flows ont lieu. Donc, ceci, très bien. Donc, pour les cash flows, on va prendre un axe temporel, temps. Et ensuite, on aura des paiements à travers le temps. 1, 2, 3, etc. Et on va se demander ensuite, une fois qu'on a déterminé ces cash flows, quelle va être la valeur actualisée. Une fois qu'on a les cash flows qui proviennent de tous les actifs, donc c'est vraiment les machines que vous avez dans votre hangar qui vont produire, et bien lorsqu'on a ces cash flows, on va totalement séparer cette notion de cash flow de celle du financement. Si vous avez un projet qui est sain, eh bien, trouvera aussi du financement. C'est ça la logique. Et donc, on ne va pas faire une distinction, oui, mais il y a des actionnaires qui vont être traités différemment des créanciers. Pour nous, un créancier et un actionnaire, c'est exactement la même chose. Simplement, une fois les paiements, ça s'appelle un dividende, et l'autre fois, c'est un coupon. Un coupon, il devra être payé de manière déterministe, c'est garanti que vous devez le payer. L'action, elle aura un dividende, et le dividende, c'est quelque chose qu'on négocie. Et donc, nous, on va suivre exactement cette même logique. On va se demander qu'est-ce qui est produit par les actifs. Et si ces cash flows générés par les actifs sont bons, alors le projet doit être entrepris. Alors, il y a maintenant la distinction à faire entre la comptabilité et la finance. Les comptables, ils ont des techniques, par exemple, pour tenir compte de l'amortissement. Alors, imaginons qu'on ait un monde sans amortissement, ou simplement, lorsqu'on fait une dépense, eh bien, elle doit être enregistrée directement dans le compte de résultat. C'est un monde utopique. À ce moment-là, vous aurez par exemple une entreprise A qui va effectuer des investissements ici, et par exemple ici, et qui en d'autres années va générer un cash flow positif, comme ceci. Voilà. Et puis vous aurez une entreprise B ici, comme celle-ci, qui va avoir par exemple ici un flux de cash flow, de revenus. Et ensuite, l'année d'après, puisque
il va investir à ce moment-là, il aura des cash flows ou des résultats négatifs, et donc on ne peut pas comparer l'entreprise A avec l'entreprise B. Comment est-ce qu'on peut comparer ça? Alors, les comptables, eux, ils transforment ceci sous forme de quelque chose de plus lisse, en introduisant l'amortissement, et à ce moment-là, vous obtenez peut-être un net income, donc un résultat net d'exploitation, comme ceci. Une fois, pour l'entreprise A, ce sera relativement grand, pour B, relativement petit, et ainsi, vous pouvez directement comparer A avec B. De la même manière, si jamais vous avez une entreprise A et à travers le temps, par exemple, vous voyez que son revenu résultat net a changé à travers le temps, eh bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'inquiétant qui a eu lieu. Alors, on voit donc directement avec les résultats comptables, mais le financier, il est moins intéressé dans ça. Lui, sa question, ça va être quelle est la valeur de l'objet, comment est-ce que cette valeur va changer à travers le temps, est-ce qu'il faut que j'y investisse ou pas. Et donc, jamais mélanger les cash flows du projet, donc, qui sont produits par les actifs, avec ensuite les parties financement. Donc si vous avez des intérêts à payer, ça jouera un rôle quelque part dans le compte des résultats, mais ça n'a pas d'impact au niveau des cash flows qui vont aboutir dans la poche globalement des créanciers et des actionnaires. Pour comprendre ensuite comment tout ça fonctionne, on va procéder par une illustration numérique et on fera à ce moment-là un travail avec Excel. Donc, nous avons la comptabilité qui est essentiellement ce qui nous donnera les chiffres et ensuite on fera le passage de la comptabilité vers la finance. Normalement, lorsque vous avez des biens, on parle de dépréciation et d'amortisation. Lorsque vous avez quelque chose que vous avez acheté, que vous touchez, quelque chose de tangible, c'est facile à se souvenir parce que toucher égale tangible, en grec, vous le tenez. À ce moment-là, on parle plutôt de dépréciation, tandis que lorsque vous avez quelque chose qui est comme un brevet, quelque chose d'intellectuel, on pourrait dire, à ce moment-là, c'est quelque chose que vous pouvez amortir aussi. La distinction, on la fait normalement pas vraiment, c'est simplement pour être propre, il faudra le faire. Moi, je mets tout ça dans le même panier, j'appellerai ça dorénavant amortissement. Par exemple, aussi, lorsque vous êtes une entreprise, vous n'avez pas le droit d'amortir les inventions que vous aurez pu faire à l'intérieur d'une entreprise et pour lesquelles vous aurez pu faire des brevets. Pourquoi? Parce que vous pourrez éventuellement mettre une valeur sur ce brevet qui est totalement inventé. Du moment, par contre, que vous avez acheté un brevet, on imagine qu'il y a eu un marché, que ce n'est pas de la part de vos copains que vous avez acheté le produit. Et donc qu'à ce moment-là, la valeur reflète une vraie valeur de marché. D'où proviennent maintenant les données pour calculer les cash flows? Eh bien, pour nous, le commencement est vraiment au niveau de ce qu'on appelle le compte des pertes et profits, ou parfois on appelle ceci le compte des résultats. En fait, ce compte-là, c'est très très important, peut-être presque plus que le bilan pour le financier. Et ma logique, c'est toujours de travailler avec la colonne du milieu qui est en anglais, simplement parce que les Anglais, ils ont une convention très très simple de faire les choses. Il y a le EBITDA, qui veut dire, ça c'est sur le transparent prochain, il veut dire Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation Amortization, comme cela. Donc voilà, j'ai mon beau feutre ici. Voilà. Et à partir du EBITDA, eh ben, on va commencer par enlever le D et le A. Quand on a enlevé, ça nous donne le EBIT. Une fois qu'on a le EBIT, ben, on enlève les intérêts. On enlève les intérêts, moins. Et à ce moment-là, par le I de EBIT, il vous reste du EBT. Ensuite, on va payer les impôts qui correspondent en anglais à taxes. Et à ce moment-là, vous enlevez le T de EBT. Et pour finir, on pourrait parler de EB, Earnings Before, mais ça ne veut rien dire. Les résultats avant, on ne sait pas quoi. Et donc, on appelle ceci différemment, à savoir le Net Income. Donc, j'ai beaucoup de mal à me souvenir des choses bêtes. Et bête, c'est toute la nomenclature de la compta. C'est pour ça que pour moi, c'était vraiment une aubaine à un moment donné d'apprendre ceci en anglais.
Une fois que vous savez ce que c'est le EBITDA, vous avez compris tout le reste. Aussi, normalement, vous commencez par le chiffre d'affaires et vous enlevez ce qu'on appelle les COGS et les SAGs. Les COGS et les SAGs, c'est en français les coûts des marchandises vendues, CMV. Et vous avez les SAGs ou SGA. Ça, c'est Sales General Administrative Expenditures. Donc, ça va être je l'écris comme ceci, Sales. Ça va être Administrative and General Expenditures. Donc, parfois, on écrit ça SGA ou bien SAGs. Moi, je trouve que SAG, ça sonne mieux. Et donc, je parlerai parfois de SAGs et COGS, ce qui est donc la même chose. C'est tout ce que vous avez en fait en début de votre bilan, en termes de votre compte de résultats. D'ailleurs, ici, vous voyez bien que de manière subconsciente, j'ai mis en fait SAG plutôt SGA. Et donc, lorsque maintenant vous avez votre compte de résultats, eh bien, il faut se demander qu'est-ce qui est vraiment comptable et qu'est-ce qui est financier. Donc, dépréciation et amortissement, c'est quelque chose qui va être comptable. De l'intérêt, ça va être effectivement en francs suisses, ça c'est du fric qui sort, mais ça va être quelque chose qui va être lié à la finance, au financement du projet. Financement projet. Et puisque c'est lié au financement, eh bien, dans le cash flow, pour nous, cela ne va pas intervenir. Okay. Ensuite, on a les EBT, Earnings Before Taxes. On soustrait ensuite les impôts. Et ici, je suppose que, pour simplifier, les impôts, vous savez quels sont les gains de cette année, combien vous avez d'entrée d'argent, et vous payez immédiatement les impôts. Dans la réalité, bien entendu, c'est beaucoup plus complexe parce que vous avez toute la fiscalité qui vient se greffer dessus. Vous avez ensuite des décalages en termes de flux de cash flow. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très compliqué et que je ne vais pas traiter dans mon cours. Vous aboutissez ensuite normalement au résultat net, le net income, mais pour le financier, le net income, il n'est pas très très important. Pour conclure ce slide, sachez que dans la littérature, vous pouvez trouver ensuite des définitions de cash flow qui partent du net income et qui rajouteraient ensuite depreciation, amortization. Si vous faites ceci, vous risquez de faire de très 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 grosses erreurs. Donc ne suivez pas ce que vous avez simplement sur Wikipédia. C'est une très chaleureuse recommandation que je vous fais. Très bien. Alors on est presque arrivé maintenant au niveau des cash flows. Donc nous, les financiers, on est totalement intéressés dans quand est-ce que les cash flows vont avoir lieu et pas du tout en termes d'ajustement comptable. Et il y a encore une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une entreprise, en fait, elle va inscrire dans son chiffre d'affaires un certain montant, dans le sales, quelque chose, eh bien, cela ne correspond pas nécessairement à l'entrée d'argent. Donc, la loi dit que, ou la réglementation comptable dit que, aussitôt que vous avez fait une vente de quelque chose, ça doit être enregistré dans votre compte de perte et profit, dans votre chiffre d'affaires. Mais le fait que vous allez recevoir de l'argent dans le futur, ça c'est totalement autre chose. Pour le financier, si vous recevez de l'argent dans 10 ans, de manière exagérée, pour quelque chose que vous avez vendu aujourd'hui, eh bien, c'est les 10 ans qui vont compter et pas aujourd'hui. Donc il faudra trouver une manière de passer de l'un à l'autre, et on fait cela par ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Alors les besoins de fonds de roulement, eh bien, en allemand, on appelle cela Betriebskapital. En anglais, c'est le fameux Working Capital, qu'on abrège ensuite en WC. À ne pas confondre avec le petit coin. Et ce besoin de fonds de roulement, eh bien, essentiellement, si vous avez fait un crédit à vos clients, ce qu'on appelle aussi le compte client, à ce moment-là, c'est de l'argent que vous avez bloqué, qui vous appartient, et donc ça va ponctionner, ça va diminuer votre cash flow de cette année. Et personnellement, je raisonne toujours donc en termes de mes clients, mais vous avez la définition exacte du BFR, c'est constitué par ce que vous avez donné comme crédit à vos clients. Ensuite, on soustrait les crédits fournisseurs,
Et lorsque vous avez une production, eh bien vous avez aussi de l'argent qui va être lié parce que vous avez déjà commencé à transformer, par exemple, un bloc en aluminium en moteur. Et donc vous avez aussi au niveau des inventaires quelque chose dont il faut tenir compte. Voilà, ça c'est un des composants encore en termes des cash flow. Sinon, il faudra tenir compte aussi de ce qu'on appelle les CAPEX. Les CAPEX, ça veut dire Capital Expenditures. Et les Capital Expenditures, ils vont mesurer en fait quelles vont être les dépenses que vous allez faire chaque année sous forme de mini-investissement. L'idée, c'est que vous avez un robot industriel, et ce robot, ben, il faut de temps en temps changer sa tête, il faut changer une main, il y a quelque chose qu'il faut mettre à jour, et c'est important de le faire, sinon votre chaîne de production va être bloquée. Et à ce moment-là, donc, il faudra investir régulièrement. Ce sont des investissements que vous pouvez amortir à travers le temps, exactement comme un gros investissement, seulement qu'il s'agit simplement d'un investissement bébé pour maintenir le bon fonctionnement de l'entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on déduira du cash flow explicitement, puisque c'est intimement lié au fonctionnement des actifs. Donc pas de CAPEX. Vos machines vont se déprécier dans le sens physique du terme, elles vont être plus utilisables, et à ce moment-là, vous ne pourrez plus produire. Voilà. Donc, morale de tout ceci, on arrive maintenant à la définition du cash flow. Donc, le cash flow, c'est en fait tout ceci. C'est une partie maintenant chiffre d'affaires moins les coûts fixes et coûts variables. Donc, tout ce qui est coût des marchandises vendues, c'est ce qu'on appelle aussi des coûts variables. Puisque plus vous allez produire, plus ça coûte cher. Et ensuite, vous avez les frais commerciaux et administratifs. Ce sont des coûts fixes que vous allez devoir subir, que vous vendez maintenant une cacahuète ou 10. Simplement, vous avez engagé, par exemple, des personnes. Il faudra les payer, toutes les assistantes. C'est la ligne électrique, c'est tout ce qui concerne votre comptable et autres. Donc tout ça, cela correspond à des coûts. Et on retrouve ici, en fait, le EBITDA, pour simplifier. Ensuite, de tout ceci, on soustrait les changements en besoin de fonds de roulement. Donc l'important ici à comprendre, c'est que c'est les changements de besoin de fonds de roulement qui vont impacter le cash flow cette année. L'idée, c'est qu'en début d'année, vous avez des clientes auxquelles vous avez fait client, des crédits. Lors de l'année, ces clients vous remboursent le montant. Et lors de la fin de l'exercice, eh bien, vous avez maintenant peut-être plus de clients. Parce que vous avez plus de clients, eh bien, à ce moment-là, vous allez aussi avoir plus de capitaux qui sont liés. Et à ce moment-là, on comprend la quantité incrémentale qui va compter au niveau du ponctionnement des cash flows. Et dernièrement, on a le CAPEX et les impôts qu'il faudra bien payer. Bien entendu, on cherche aussi à minimiser les impôts. Et pour commencer maintenant pour la première fois, puisqu'on a cette relation, eh bien, peut-être que ça vaut la peine de s'intéresser à regarder l'impact au niveau du compte des résultats. Alors, je vais parler ici, impact CAPEX, impact des dépréciations, des PREC. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, dépréciation et amortissement sur les paiements, sur les impôts. Et je vais regarder ensuite l'impact de la dette. Tout de suite, je vais vous en parler de nouveau sur les impôts. Plus on vous le dit, mieux cela vaut. Alors, je reviens de nouveau quelques pages en arrière. Voilà. Et ce que je constate, c'est que ici, j'ai bien ma dépréciation et mon amortissement. Plus la dépréciation et l'amortissement est grand, plus mon EBIT va être petit. Par exemple, si j'ai ici 100 et que j'enlève ici moins 10, à ce moment-là, je vais avoir ici 90, 90. Si j'enlève quelque chose de plus grand,
par exemple, ici, moins 20, à ce moment-là, c'est clair que je vais avoir 80, et donc quelque chose de plus petit. Par rapport maintenant à mon EBIT, il est clair aussi que la fiscalité va être moindre lorsque j'ai le scénario bleu avec une dépréciation plus grande qu'autrement. Donc ici, les impôts vont être plus petits, plus faibles que dans le scénario de base qui aurait été le noir. Okay. Donc, on voit donc qu'on paye moins d'impôts lorsque on a dépréciation et amortissation qui sont relativement importantes. De la même manière, j'ai ici, dans mon compte de résultat, la position ici intérêt. Plus les intérêts sont grands et moins le EBT va être grand. Une fois de plus. Plus les intérêts sont grands, plus intérêts grands sont grands et moins on paye des impôts. C'est très important cela, car c'est à cause de cette économie d'impôts, en fait, que vous allez avoir une formule qu'on appelle le coût du capital qui va être fortement impacté. Donc autant vous en avertir aussi. Donc vous avez ici ce qu'on appelle des économies d'impôts.